Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est le premier débat CCN que nous avons choisi un certain nombre d'interlocuteurs qui seront avec nous, qu'on va vous présenter tout à l'heure. Avant, on va faire un petit tour sur l'actualité très rapidement. Plus tard, on aura bien sûr Monsieur Alex Bandou, qui est secrétaire général de l'UPG. Avec lui, on fait un petit point sur l'agriculture et les problèmes agricoles qui se posent en Guadeloupe depuis la dernière récolte, savoir un peu exactement si les choses se mettent en place. Nénit Céline, entomologie, sera avec nous. On va terminer avec Aline. Rapidement, les titres de l'actu avec Iman News. Oui, bonjour à tous. Au niveau de l'actualité, nous allons parler d'un micro-trottoir. On vous a posé la question de ce que vous pensiez de ce nouveau gouvernement. Êtes-vous satisfait? On parlera ensuite avec le Sinoval de traitement des déchets. Il sera ensuite question du jardin partagé. Donc l'inauguration s'est déroulée sur la commune de Sainte-Anne à French. On fera un petit retour sur les journées du patrimoine à Petit-Bourg avec la découverte des objets d'antan. Ensuite, on aura un sujet de Maurice Cessé concernant la passation de pouvoir au ministère des Outre-mer. Et on reviendra sur Basse-Terre avec les élus qui réagissent face à l'insécurité. Voilà, bien, je vous l'ai dit, on va débuter aujourd'hui avec un débat, le premier de la série, puisque désormais, il y aura au moins un débat par mois organisé dans le ZCL avec CCN. Comment ça se passe? Eh bien, on demande à des contributeurs de rédiger un article sur un sujet. Le sujet choisi, c'était quel avenir pour la Guadeloupe dans la situation actuelle de la France, une France sans gouvernement ou avec un gouvernement un petit peu boiteux, puisqu'on sait déjà le résultat. Mais à l'époque qu'on a écrit, cet article avait été écrit par nos deux contributeurs. Je veux saluer Christelle Lano, bonjour. Bonjour Danick, bonjour aux téléspectateurs. Elle est autrice d'un ouvrage qui a eu un bon succès, Le rêve guadeloupéen. Merci. Et Éric Coriolan, bien sûr, qu'on connaît, très actif sur les réseaux sociaux, aussi leader de Sentinelle Guadeloupe. Et puis nous avons avec nous au téléphone depuis Paris, Georges Combé. Je ne sais pas s'il nous entend déjà. Il nous entend déjà. Oui, Georges Combé, bonjour. Oui, bonjour Danick, on va t'entendre bien. Alors, est-ce que tu peux augmenter le son? J'ai des difficultés à t'entendre. D'accord, ou bien mettez qu'à ça. Georges Combé, qui est professeur de philosophie retraité, mais qui est aussi le fondateur des études guadeloupéennes. C'est un ouvrage, enfin, c'est une série d'ouvrages, c'est une revue universitaire ou intellectuelle, mais aussi du débat politique. Et c'est dans cette revue qui a été publié pour la première fois il y a de ça quelques années, c'est en 1994, le fameux texte de Raoul Servat sur le sens du pays, terme qui est devenu pratiquement un terme symbolique en Guadeloupe. Voilà un petit peu le contexte. Alors, bien évidemment, quand on vous pose la question à vous, quel avenir pour la Guadeloupe? Bien sûr, vous n'êtes pas des médiums ni des voyants, mais enfin, quand on examine un peu ce qui se passe en Guadeloupe depuis quelque temps, la question qui se pose, puisqu'il y a eu un débat autour du Congrès, un Congrès qui a abouti un petit peu avant la disparition, on peut dire, de l'Assemblée nationale française. Après, il y a eu des élections. Ces élections ont donné un résultat qui n'a pas été appliqué par le gouvernement. Et aujourd'hui, on a un nouveau Premier ministre français, Michel Barnier. Les Français ont un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement. Comment, Christelle Lano, vous voyez un petit peu la situation de la Guadeloupe au travers de tout cela? La situation de la Guadeloupe, elle est assez complexe en fait parce que nous sommes effectivement guadeloupéens mais aussi français. Donc avec cette double casquette, forcément, ce qui se passe en France hexagonale, ça nous importe et ça nous intéresse parce que ça aura forcément un impact chez nous. Et en même temps, on a des problématiques très locales qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qui sont rencontrées au niveau de l'Hexagone et pour lesquelles on n'a pas encore trouvé des solutions sur notre territoire. Donc on est entre deux feux continuellement, à savoir qu'est-ce qui est le plus important, où sont les urgences, qu'est-ce qu'il y a à faire et avec quels moyens les faire, avec quels partenaires les réaliser également. Et ces nombreuses questions qui ne trouvent pas encore forcément de réponse pour tous les sujets, eh bien, créent beaucoup de tensions. Encore maintenant, on parle de vie chère, on a des barrages encore qui se sont faits aujourd'hui, potentiellement sur cette question, on ne sait pas exactement, mais ça prouve qu'il y a une grosse instabilité sur notre territoire, aussi bien sociale que sécuritaire, qu'économique, et avec cette boule de problématiques pour lesquelles il n'y a pas de solutions qui sont mises sur la table.
C'est vrai que c'est assez compliqué de se poser la question à savoir qu'est-ce que pourrait être notre avenir et quelle importance et quelle incidence le nouveau gouvernement qui a été installé pourrait avoir. En tout cas, on sait que c'est de la droite maintenant, donc du coup, pour ça, on connaît déjà. Est-ce qu'elle sera beaucoup plus extrême que d'habitude? À voir, puisque vu certains visages au sein du gouvernement, on pourrait le penser, et certains discours aussi, surtout celui du ministre de l'Intérieur. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes et très peu de, comment dire, d'optimisme aussi, je trouve, au sein de la société. Mais c'est difficile d'en avoir lorsqu'on n'est pas sûr de qui va faire quoi, comment et pour quel résultat. Alors, dans l'article que vous avez écrit, Eric Coriolan, vous dites je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus, éternelle. Explication. Oui, bonsoir Danick Zandronis, bonsoir à Christelle Nanor et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal+. Et Georges qui est à Paris. Et Georges, bien entendu, on va oublier. Bonsoir Georges. Oui, c'était une question. Oui. Est-ce qu'on va être éternellement dans cette espèce de je t'aime moi non plus? Parce qu'on sait, et tous les événements historiques de la Guadeloupe montrent qu'il y a une défiance permanente et qui est grandissante même d'ailleurs entre la position française ici et ce pays, la Guadeloupe. Donc il faut, à mon avis, aujourd'hui évoluer. Il est clair que la départementalisation a montré ses limites et a échoué. Alors on peut faire un peu d'histoire. En 1946, lorsque la départementalisation est imposée, puisqu'ils n'ont pas voté à l'époque pour choisir la départementalisation. Ce sont certains nombres de politiques des Antilles qui ont opté pour cela. Eh bien, lorsque ça a été proposé, c'était pour la France une astuce pour sortir de cette disposition de l'ONU qui faisait de la Guadeloupe une terre à décoloniser. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter les organisations qui se battent pour cette réinscription sur la liste des territoires français qui doivent être soumis à la décolonisation. Aujourd'hui, après cette départementalisation, on se rend compte que c'est un échec total, un échec social, un échec économique, un échec sociétal. Tous les 3 ans, on va dire, pour prendre un large créneau, un large cycle, il y a forcément un mouvement qui se crée dans ces territoires. Si ça n'est pas la Guadeloupe, c'est la Réunion. C'est pas la Réunion, c'est la Martinique. Là, en ce moment, c'est la Martinique. Ça va peut-être déborder ici. Il y a la Kanaki aussi. La Kanaki qui est permanente parce que là, c'est encore plus compliqué. Réunion, etc., oui. Donc, en permanence, c'est entre guillemets territoire français, lointain de ce qu'ils appellent la métropole, pose problème. Et par conséquent, aujourd'hui, on ne peut plus, et des voix intellectuelles s'élèvent en France aujourd'hui pour dire que la France n'est pas en capacité d'apporter ni le bonheur, ni l'argent, ni l'économie à ces pays-là. Donc il faut, nous, ici, que nous décidions de cette rupture. Il ne faut pas avoir peur des mots. Moi, je n'ai pas toujours été sous cette position. Je suis de plus en plus conscient et partisan d'une rupture. Alors, une rupture intelligente, mais pas une rupture à la condition de la France, ce qu'on voit aujourd'hui. Je pense que tout ce remue-ménage que font les collectivités aujourd'hui, les congrès et tout, s'inscrivent dans un calendrier français. Et nous devons l'éviter. Nous sommes suffisamment formés, suffisamment intelligents pour proposer quelque chose qui vient de nous et réinscrire dans ce processus une accession à la souveraineté de la Guadeloupe, pas immédiatement, ça n'est pas un combat quotidien qui va être fait dans les heures, les jours qui viennent, mais la France ne peut pas vous dire, puisque vous n'êtes pas content, gérez, vous-même trouvez les moyens de gérer, parce que là, vous voyez, autonomie, ça veut dire chercher l'argent pour gérer, hein. Grosso modo, c'est-à-dire la France, c'est une mesure économique. Et ce qui est surprenant, c'est que beaucoup de personnes qui sont patriotes tombent, entre guillemets, dans ce panneau. Des gens comme par exemple le PDG, j'entendais Madame Péromal hier soir, quelqu'un pour lequel j'ai énormément de respect, et qui sont à la suite de Monsieur Losbar aujourd'hui dans une espèce de... Alors, ils appellent ça aujourd'hui autonomie normative. C'est le nouveau mot, l'autonomie normative. Qu'est-ce que c'est que ça? En nous, CISE, prendre des dispositions et proposer à la France, calendrier nous, avec disposition nous. Alors, ok, si on veut faire évoluer le statut, mais inscrire dans cette évolution une norme de décolonisation. La France fait partie des pays qui ont cité la charte de la décolonisation des pays. Donc, qui ne peut pas signer, puisqu'avant 1946, c'était prévu. La départementalisation a été faite pour ça,
pour l'enlever de cette charte-là. Et au-delà, ou pas réussi, puisque bon, c'est des crises, c'est pouvoir d'achat, c'est chômage, c'est toute espèce de choses qui s'installent ici. La France est en incapacité de gérer ces territoires-là. Alors, ça réussit pour un petit nombre, effectivement, mais la grosse masse de la population souffre énormément. Donc, moi, je dis qu'il faut, en toute intelligence, aujourd'hui, proposer à la France notre calendrier avec nos conditions et pour sortir de ce marasme qui est la seule solution pour que la Guadeloupe puisse. Georges Combé, vous nous entendez? Oui. Alors, vous avez écrit dans CCN l'exigence de se prendre en main. Alors, je vous demande aussi l'explication. Comment se prendre en main? On vient d'entendre ce que disait tout à l'heure Éric Coriolan. Cette exigence de se prendre en main va jusqu'où? Alors, je commencerai d'abord par saluer les différents intervenants, donc Madame Nanor et Éric Coriolan, d'accord. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation de clair-obscur. Obscur, ça veut dire que la situation est dans une sorte de mélasse, de marasme. Le gouvernement ne sait plus quelle voie suivre. Donc, nous sommes enfoncés dans une crise ici en Guadeloupe, dont on voit les derniers soubresauts avec ce qui se passe à Sainte-Rose et ailleurs. En France, la crise politique, elle est actée, malgré les soubresauts, le gouvernement fait à la hâte bricoler. Donc, la situation est confuse, on est dans l'incertitude et on est dans l'imprévu. Mais cette obscurité, cette situation difficile clarifie les choses. Parce que jusqu'à maintenant, depuis la départementalisation, le gouvernement se contentait de mettre en quelque sorte des quotas sur des hommes de bois, de prendre des mesures cosmétiques. On faisait des petites époques, on faisait des annonces, on faisait des annonces auxquelles les représentants politiques locaux en lesquels ils avaient une certaine confiance. Ils disaient oui, le gouvernement fera ceci, fera cela, etc. Bon, là, les choses sont arrivées en quelque sorte dans un point de rupture. 9 ou 8 ministres des DOM en combien de temps? En 7 ans. Bon, donc il y a vraiment une impasse. Donc cette impasse clarifie la situation. Elle exige justement qu'on mette un terme à la départementalisation, assimilation, c'est-à-dire à ce que Varol va appeler la colonie départementalisée. Et elle exige de nous, puisqu'on voit que le gouvernement, les différents gouvernements ne peuvent pas faire grand-chose, que les Guadeloupéens cessent d'être dans une position attentive, et décident véritablement de prendre en main leur situation, c'est-à-dire d'avoir la main sur leur destin. Mais alors, Georges Combé, ça signifie quoi? Autonomie ou indépendance pour vous? Alors, ça signifie qu'on acte la fin de la départementalisation, qu'on rentre dans un processus, de pouvoir politique aux Guadeloupéens. Et là, il s'agira, dans le cadre de la situation actuelle, en tenant compte de la situation concrète, de définir les modalités de cette prise en main politique. Est-ce que ça doit suivre un processus? Quels sont les éléments de pouvoir politique que l'on mettra en place ici? Donc, ça veut dire qu'on rentre dans un processus de négociation avec l'État français. Et pour cela, il faut que les Guadeloupéens soient organisés, mais il faut aussi que les forces vives de ce pays soient mobilisées. Il ne s'agit pas de prendre quelques experts ici, là, faire des petits dossiers à envoyer à Paris. Il faut qu'il y ait une véritable mobilisation populaire pour que se décide en négociation avec l'État français la mise en œuvre, la mise en place de pouvoirs politiques guadeloupéens. D'accord. Une question. Oui, alors j'ai une question pour M. Coriolan. Vous parlez de rupture entre la Guadeloupe et la France. Est-ce que
la majorité de la population, c'est ma première question, est favorable à cette rupture. Et du coup, quels seraient les prérequis pour amorcer cette rupture de la meilleure façon? Alors, est-ce que la majorité de la population est d'accord pour cette rupture? Je peux renvoyer à 1946, c'est ce qu'on a consulté la population pour accéder à la départementalisation. Il est clair aujourd'hui que toutes les études, et même aux élections et même dans la rue, lorsqu'on croise les Guadeloupéens, ils sont assez opposés, verbalement en tout cas, à une évolution, parce qu'ils n'ont pas confiance en leur classe politique. Moi, j'estime que ce processus doit passer par deux phases. La phase que j'appelle au renouvellement de la classe politique. Ça va être long, mais il faut absolument petit à petit remplacer cette classe politique par des gens nouveaux qui pensent autrement, qui ne sont pas dans les démarches de la classe politique française, du système politique français, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, cette autonomie-là qui est proposée, qui est débattue au Congrès, c'est la feuille de route aujourd'hui de la Macronie. Et alors, je ne vais pas développer techniquement ici, mais c'est la feuille de route d'encore plus haut. C'est le World Forum économique, c'est Davos, c'est cette espèce de ruissellement de la mondialisation qui passe par la France et que M. Losbar et ses acolytes veulent imposer ici. On a deux problèmes avec ce qu'on appelle les patriotes guadeloupéens. C'est qu'il y en a qui sont, ça n'est pas une critique et ça n'est pas dire du mal d'eux, qui sont en fin de... je ne vais pas dire de vie, mais en fin de vie politique et qui veulent absolument avoir quelque chose avant leur disparition. Et ça n'est pas bon pour le pays. Ça n'est pas bon pour le pays, ça n'est pas responsable. Et il y a une deuxième partie parmi les gens qui sont ce que j'appelle pratiquement shootés par l'autonomie, qui est une véritable drogue pour certains, qui consiste à garder la main parce qu'ils font partie de ce qu'ils considèrent être l'élite guadeloupéenne et garder ce système comme il existe aujourd'hui. Il y a 3 jours, je parlais d'une petite mafia qui sévit dans ce pays. Garder la main et continuer de faire leurs petites affaires. Donc, ce que vous dites, c'est que le système profite à tout le monde, en fait, d'une certaine façon. À un certain nombre. Et à un petit nombre. Sauf que la grosse masse de la Guadeloupéenne qui souffre, les petits jeunes qui sont sur les blocs, les gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, qui n'osent même pas descendre dans la rue parce que ça ne prend pas en Guadeloupe la vie chère, parce qu'ils sont dans la résilience. Tous ces gens-là sont oubliés par tous ceux qui parlent d'autonomie là aujourd'hui. C'est un calendrier macroniste qu'on veut imposer et des gens comme moi en tout cas seront en face de ce calendrier-là. Nous disons qu'il faut faire de la pédagogie, convaincre les Guadeloupéens. Alors, tous les patriotes guadeloupéens ne sont pas dans cet objectif-là, mais c'est par la modification politique, un rapport de force dans la rue pour ceux qu'ils font, mais également au niveau électoral, pour remplacer petit à petit cette classe politique et ne pas se contenter de se réunir en grand-messe au conseil régional, au conseil départemental, en congrès, pour appliquer les décisions qui sont prises à Paris et nous les faire avaler comme des évolutions. Ça n'est pas une évolution, c'est une régression, parce que l'autonomie qui est proposée aujourd'hui va nous faire reculer et nos enfants n'auront même pas le choix dans 50 ans. Parce que regardons ce qui se passe en Kanaki. Regardons ce qui se passe en Kanaki. C'est-à-dire que bon, la France a trompé les indépendantistes kanak. Lorsqu'on leur a proposé de plonger dans l'économie, on leur a donné un statut spécial. Un statut spécial, certainement, mais il y a poigné qu'à s'attaquer l'économie, il y a plongé dans le nickel, il y a tiré, et on a oublié toute une partie de la population. Et entre-temps, une chose qui n'avait pas été négociée, et je dis que dans ce processus, je suis prêt à négocier, enfin moi, si j'étais dans la classe politique guadeloupéenne, au pouvoir et en responsabilité, on peut tout négocier avec la France, mais à condition d'inclure un calendrier et une date pour que nos descendants, nos enfants puissent décider en toute conscience du fait que la Guadeloupe reste dans ce système-là ou pas. Mais ça doit être inscrit aujourd'hui avec des conditions pour qu'on ne se retrouve pas dans le cadre de la Kanaki où il y aurait un grand remplacement. Parce que l'autonomie aujourd'hui ne prévoit pas des mesures sur l'immigration française, par exemple, en Guadeloupe. L'autonomie ne prévoit pas, enfin celle de Losbar, là, ne prévoit pas non plus qu'on ait accès au foncier qui est en train de disparaître au profit d'un certain nombre de groupes métropolitains. Donc tous ces points-là doivent être inclus avec un calendrier très clair pour une accession à la souveraineté de Guadeloupe dans 50 ans. Je ne dis pas que ce n'est pas un combat immédiat, mais philosophiquement aujourd'hui, et beaucoup de gens le sont plus qu'on ne le pense, disposés à débattre de ces choses-là. Nous pas dit demain matin nous signer en charte d'indépendance. Nous disons qu'il faut les conditions pour que nos enfants puissent choisir en toute quiétude
du maintien ou pas de la Guadeloupe dans la France, parce que manifestement, c'est un échec jusqu'à aujourd'hui. Michel Lano, dans votre livre Le rêve guadeloupéen, vous avez fait un petit peu le bilan de la situation, mais vous n'arrivez pas réellement à une solution ni immédiate ni lointaine. Vous examinez les différents pôles, les différentes situations. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé, parce qu'entre le moment où votre livre a été publié et aujourd'hui, la situation a déjà évolué. Alors, la situation n'a pas tant évolué que ça, puisque dans mon livre, je propose carrément une évolution institutionnelle et statutaire. Qui, dans le cadre français? Oui, mais justement, ça rejoint un peu ce qu'Éric a dit tout à l'heure. J'ai presque l'impression qu'il a lu, il me fera la confidence peut-être tout à l'heure, mais dans cette proposition, effectivement, ce n'est pas une question seulement de juste sortir de la France. Et je tiens à le préciser, à le rappeler, le titre du livre, c'est pas juste le rêve guadeloupéen, c'est le rêve guadeloupéen vers un meilleur avenir. Parce que j'estime que ce que j'ai écrit dedans, ce n'est qu'un chemin, une proposition d'un chemin. Et c'est pas une destination, c'est pas l'arrivée qui est là. C'est comment est-ce qu'on fait. C'est une route, une proposition de chemin pour aller vers cet avenir que nous ou nos générations suivantes vont choisir. Ça rejoint ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce que j'ai écrit dans le livre, surtout sur la partie de l'évolution institutionnelle et statutaire, consiste à dire que nous devons avoir un statut qui nous permette non seulement de prendre des décisions, d'avoir la liberté d'exploiter notre territoire, qu'il soit terrestre, qu'il soit sous terre, qu'il soit dans la mer et également sous l'eau. On doit également avoir comme la consultation de la population, et d'ailleurs je propose un calendrier sous cette consultation de la population afin de lui demander si elle a envie de continuer sur ce statut, si elle a envie d'avoir un autre statut, lequel. Donc du coup, il n'y a pas aujourd'hui de fait en soi. Aujourd'hui, le gros problème de notre territoire, clairement, c'est qu'il n'y a pas de propositions qui sont faites. Bon, moi, j'ai fait une proposition concrète, une proposition aboutie, une proposition que l'on comprend, une proposition qui est diffusée et partagée à l'ensemble de la population afin de se dire est-ce qu'on peut soutenir cette proposition ou pas. On a effectivement le dernier congrès avec quelques résolutions. C'est pas ça qui va résoudre nos différents problèmes. On ne parle pas de fichiers, on ne parle pas d'accession aux terres, on ne parle pas de travail, on ne parle pas de chômage, enfin les termes, l'eau non plus, les thématiques qui sont très problématiques, les plus gros problèmes que nous avons aujourd'hui en Guadeloupe, avec ce qui a été mis sur la table et proposé, c'est-à-dire principalement une révision normative, c'est pas suffisant. Il faut plus de pouvoir de décision, il faut aussi plus de fiscalité autonome, il faut qu'on ait les moyens de financer nos ambitions et pas d'attendre continuellement que la France décide. De la classe politique. Oui, bien sûr, c'est obligatoire de passer par là, parce que sans vouloir être critique de nos politiques, ils sont entrés dans un système qui a été créé d'une certaine manière. C'est soit tu t'adaptes au système, ou soit tu rassembles suffisamment pour pouvoir porter une nouvelle proposition. Sauf que quand on n'est pas un visionnaire et qu'on est une personne qui connaît et maîtrise justement le système tel qu'il est conçu et qu'on a l'habitude de noyer dedans, eh bien, du coup, on ne voit plus ce qu'il faut porter, ce qu'il faut proposer pour changer. Donc, on a beaucoup de politiques qui sont parfois là depuis entre guillemets, un peu trop longtemps, qui connaissent trop bien les lois et donc qui connaissent trop bien le fonctionnement aujourd'hui pour être en capacité de sortir de ce fonctionnement et de proposer autre chose. Donc, il faut du sang neuf, il faut de nouvelles réflexions, il faut de nouvelles ambitions également pour le territoire. Et toujours, moi, c'est ce que j'ai fait avec la rédaction de ce livre et dans cette partie sur l'évolution institutionnelle et statutaire, j'ai laissé des portes et des fenêtres ouvertes pour que rien ne soit figé, c'est-à-dire que sans avoir besoin de consulter la France hexagonale, sans avoir besoin de demander tant pis souple ou la quelconque autorisation, les élus pourraient se rassembler ensemble et modifier eux-mêmes sur des points qui les importent, eh bien, le cadre statutaire et institutionnel du territoire. Comme ça, on est sûr de faire un pilotage réel, local et dynamique en fonction des besoins et des aspirations de la population. Georges Combé, je suis bien content de vous avoir parce que vous êtes un des défenseurs, j'ai envie de dire, un peu posthume de l'exigence de Raoul Servat. Il parlait de sens du pays. Quand on entend Eric Oriolan, quand on entend Christian Lano, on a l'impression que nos politiques n'ont pas du tout le sens du pays. Mais ça, c'est à l'évidence. Il faut pas chercher midi à 14 heures. S'il l'avait, on serait beaucoup plus loin que là où on est, on ne serait pas dans cette situation. Moi j'ai lu par exemple
pour prendre un simple petit exemple, les communiqués du président du conseil régional ainsi que du conseil départemental, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Ils attendent. Ils sont toujours en attente de quelque chose des gouvernants français, de l'État français. Ils attendent de voir si le prochain ministre des DOM fera ceci ou fera cela. Et pourtant, ce sont des gens qui ont voté pour la majorité, l'ex-majorité qui est là et qui a repris les rênes du pouvoir. Donc, ce sont des gens qui étaient en affinité avec Macron et ses amis. Et ils attendent. Alors, leur soutien, c'était quoi? Je crois que là, il y a un véritable problème. Et Raoul l'avait mis en évidence dans ses textes, c'est que il disait que les hommes politiques guadeloupéens, c'était des hommes de petite taille. Non pas au niveau de la mesure avec un mètre, hein, mais de petite taille politique. C'est-à-dire que leur compétence se bornait à gérer l'intendant. C'est-à-dire c'était des gestionnaires de l'intendance. Ils peuvent venir là de temps en temps pour réparer une route, boucher des trous avant les élections. Mais ça ne va pas plus loin. Ils n'ont aucune vision prospective de ce pays. Ils n'ont aucune vision de l'avenir de ce pays. Ils sont le nez dans le guidon et ils obéissent aux ordres qui viennent de Paris. Ils se plient quelquefois de façon honteuse aux ordres venant de Paris, parce que j'ai déjà cité cet exemple. Lorsqu'il s'est agi de faire une communauté avec la ville de Bémaro, le président de région qui était maire à cette époque voulait faire une communauté regroupant Bémaro, Petit-Bourg et de la Matin. Le préfet qui était à l'époque, qui était qui représentant de l'État, a dit non. Eh bien, qu'est-ce que le maire de Bémaro a fait? Il s'est couché tout simplement devant la décision du préfet, sans consulter sa population. Et les autres aussi ont suivi. Alors, vous croyez que c'est normal pour un responsable politique d'un pays? Ces gens-là ne sont pas responsables d'un pays. Ils ne se pensent pas comme ils se pensent comme ils disent, des politiques locaux. Ce sont des politiques locaux, élus politiques locaux. Voilà. Ils ne se mettent pas au niveau, ils ne se hissent pas, parce que ça demande aussi une certaine ambition. Ça demande d'avoir un sens de son pays. D'accord? Ils ne se hissent pas au niveau d'un homme d'État. Les hommes d'État, nous l'avons dans des petits pays à côté de nous. Hein. Oui. Que ce soit à Barbade ou ailleurs. Mais ce n'est pas dans leur esprit de se hisser à la hauteur de personnes, de personnalités comme ça. Ils préfèrent rester tout petits et mais rester dans les pas du colon français. C'est là le drame de ce pays. Ce sont des personnes qui n'ont aucun courage, d'accord, aucune audace. Parce que pour être un homme politique, dans le contexte actuel, dans le contexte mondial actuel, il faut avoir une certaine audace, il faut avoir du courage. Lorsqu'on n'a pas ça, eh bien, on se contente de gérer le quotidien. Bien, il est déjà 12h et pratiquement 13h. On va prendre la première pause. On se retrouve tout à l'heure. Je rappelle que nous sommes dans un débat sur quel avenir pour la Guadeloupe avec Christelle Nano, Éric Coriolan et aussi Georges Combé qui est en dehors de la Guadeloupe. Il est en France en ce moment. Et débat animé avec moi et avec, bien sûr, notre ami Iman News. On revient dans un instant pour la suite et la fin de ce débat, premier débat de CCN dans le ZCM. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie du débat sur quel avenir pour la Guadeloupe avec Christelle Nano, Éric Coriolan, Georges Combé. Il nous reste à peu près 20 minutes pour avancer. On ne va pas dire conclure, puisqu'on n'aura pas tout dit. Ce n'est que le premier débat sur cette question. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, puisqu'on a parlé des élus, entre guillemets, de conseil régional, conseil départemental, mais on a aussi des députés qui ont... J'ai remarqué simplement que pendant, entre guillemets, la pause du gouvernement français, nos députés étaient totalement silencieux. Qu'est-ce qu'ils attendaient, à votre avis?
quand un poste. Non, mais je suis sérieux. Hein. Oui. Moi, je sais, je ne vais pas dire les noms, mais je sais qu'il y a des gens Moi, j'ai écrit qu'on va attendre un poste. Je dis, bah, non, mais non, Moun, mais entendre à pas aller tout seul. Moun, t'es qu'à monter des descendre pour attraper un poste au ministère. On sait qu'il y a un Marocain. Ouais. Donc, non, c'est pas. Et encore une fois, chaque fois que je prends la parole, ou même d'autres gens comme Christelle, qui ne sommes pas dans la mouvance politique générale des partis, c'est pour dire du mal, peut-être, de ceux qui sont en responsabilité. Mais c'est eux qui a cherché ça. Aujourd'hui, il y a véritablement, et Georges Combé le disait, un manque de courage politique, un manque d'audace aujourd'hui. Et nos députés s'inscrivent là-dedans. Les gens étaient silencieux parce que la période politique est frileuse pour eux. Il ne faut pas y trop parler. Il faut faire attention. Pas j'en sais, il va présenter parce qu'il y a quoi qu'une fois qu'ils auront ce ministère ou cette chose, ils pourront peut-être faire quelque chose pour la Guadeloupe. Je n'y crois pas un seul instant. Ils auraient pu aujourd'hui intervenir dans ces débats. Regardez ce qui se passe. Macron nous donne les pires des ministres que nous devons attendre. C'est-à-dire, nous, yon qui dit qu'il faut nous dire merci de la colonie. Nous, on autre qui dit nous, il faut piquer les autres. Des gens qui haïssent nous. C'est-à-dire qu'il y a yon qui dit c'est la vaccination obligatoire pour tous. Absolument. Et alors qu'en Guadeloupe, 80% de Guadeloupéens refusent ça. D'accord? On note qui a dit qu'il faut dire merci pour la colonisation. Donc, enfin, bon, il n'y a pas que ça comme ministre. À l'intérieur et au premier ministre, nous avons des gens dont on ne peut pas dire qu'ils portent la Guadeloupe dans leur cœur. Il n'y a pas encore Guadeloupe rapporté non plus. Donc, ça n'est pas nous. C'est-à-dire que c'est des histoires qui sont très, très loin de nous. Et il y a plein de sujets sur lesquels notre classe politique, y compris les députés, pourrait agir. C'est une question de négociation, une question de rapport de force au niveau où ils sont, au niveau parlementaire. Dossier de géothermie, par exemple, en Guadeloupe. On va attendre pour monde en politique qui apprend dossier là, accompagner les frères Bougré. Alors, j'ai pas de jugement, j'ai pas approfondi le dossier, mais j'entends ce que fait Gérald. Ils se battent, hein, les Bougré. Les Bougré se battent, mais qui politique et Kaidio, conseil régional, député, les politiques locaux, comme on dit, il y a une ouverture, il y a une voix qui se porte sur cette histoire. Alors qu'on a un EDF en ce moment. En plus, nous n'y avons pas pour la géothermie. La géothermie, bon, d'ailleurs, je vais prendre un exemple. En 2017, il y a une étude qui est sortie montrant que l'outre-mer rapporte à la France 270 milliards d'euros. 14% du PIB de la France rentre directement dans l'économie. 40% du PIB de la France viennent de ces possessions ZEE, zones économiques exclusives, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, enfin toutes les colonies, enfin tout partout était colonisé. Ça a rapporté, ça cache son attribution de 14% du PIB. J'ai alerté un certain nombre de politiques là-dessus. Enfin, alerté. J'ai informé. Certains m'ont dit, on ne savait pas. Il y en a qui disent, on s'est rendu compte de ça. Mais quoi? Et après, et la France va venir dire, dis merci pour ça, Ikaba, et on va accepter ça. La France va dire, voilà ce que je propose comme autonomie. Dites oui, sinon je ferme la porte. Non, il faut pouvoir expliquer à la France qu'aujourd'hui, si elle brille, alors Servat de temps en temps dit ça, mais dans l'esprit français, la France est le pays où le soleil ne se couche jamais. Mais là, nous dit ça, qu'elle nous dit après. Il faut aujourd'hui pouvoir, au niveau politique local, discuter pied à pied avec la France pour lui expliquer qu'on lui a dit, donc Alba, c'est déquiquini. Donc c'est une négociation, c'est une affaire. La France, c'est affaire et affaire. C'est affaire et affaire. Ça va rapporter 270 milliards d'euros par année. Dernier ces possessions là-bas par les Yankees de la Guadeloupe. Et je ne reviens même pas sur l'économie de l'esclavage que ça a pu porter comme enrichissement à la France. Donc comment aujourd'hui on peut entendre des voix en Guadeloupe qui disent « Ah oui, mais bon, il faut nous dire merci qu'est la France là ». Non, il faut nous discuter. Il faut nous dire la France dans le calendrier là. Nous comprenons qu'il y a un problème. Nous comprenons tout à fait que vous ayez des problèmes économiques aujourd'hui. L'argent n'est plus ce qu'il était dans votre peuple avant. L'Afrique j'ai acheté. Bon, on comprend tout ça parce que nous Français quelque part nous voyageons l'eau en France. Nous avons des liens privilégiés avec Colon là ça qui c'est la France. Donc nous pouvons discuter avec eux, mais pas dans un rapport de soumission comme ça se fait. Aujourd'hui, je suis désolé, je le répète, mais lorsque on vient nous pondre l'autonomie selon l'Europe comme une avancée pour la Guadeloupe, je dis non.
Je dis non, j'aurais préféré que M. Losbar et M. Chalus, on va mettre les deux principaux représentants des collectivités ici, entament et lancent une vaste campagne de consultation des populations, demander au peuple guadeloupéen quels sont les points sur lesquels il faut agir pour le bien de la population dans un premier temps, quels sont les points qu'il faut négocier vis-à-vis de la France pour inclure ça dans le calendrier du statut. Il faut évoluer. Mais avec quel calendrier? Non, on prend un calendrier qui sort du SIOM d'ailleurs, le SIOM qui est dicté par la France. Ici, ils ont imposé une évolution. Ça ne peut pas être ça. Et ils vont nous le marteler à coups de médias. Vous voyez que Boué est à mon avis ça. Et je vous dis, moi, la crise qui est en train de se pointer là, j'ai très peu de chances de me tromper. Vous verrez qu'à la sortie, la première proposition qui sera faite de sortie de crise, ça sera l'autonomie. On dit, bon, il y a la crise, il y a le feu en Guadeloupe et en Martinique, eh bien, prenez l'autonomie. Non, alors, sans moyen. Sans moyen. Non, débrouillez. C'est-à-dire que, vous n'êtes pas content, j'ai jamais engagé, débrouillez. Par contre, allez chercher l'argent pour débrouiller vous-même. Christelle, comment vous voyez un petit peu, en dehors de la casse politique dite locale, ceux qui sont dans les assemblées françaises? On n'a même pas parlé de Victorine Lurel, on n'a pas parlé des sénateurs, Théophile et compagnie. Ils étaient totalement silencieux pendant pratiquement 80-60 jours. Oui, je pense sûrement, effectivement, comme disait Eric, qu'ils étaient en train d'attendre forcément avec une opportunité, sauf pour avoir discuté avec un sénateur il y a quelques années de ça qui m'avait dit, bon, la politique c'est ça, c'est que de l'opportunisme, tu vas là où l'herbe est la plus verte. Donc j'ai entendu son discours, son point de vue, très bien, mais bon, personnellement je ne le partage pas. Je pense pas que l'autonomie proposée par la France hexagonale puisse être une solution pour la Guadeloupe, parce que tout simplement tu peux pas. Quand tu n'es pas ancré en Guadeloupe, quand tu n'es pas guadeloupéen et quand tu ne vis pas les problématiques de la Guadeloupe et que tu n'as pas la Guadeloupe dans le cœur, tu ne peux pas être force de proposition qui convienne à la population. Je ne pense pas non plus que la population soit en mesure de donner spécifiquement son avis et de dire clairement ce dont elle a besoin. Parce qu'aujourd'hui, on a une grande partie de la population qui est en difficulté. Et lorsqu'on a la tête dans le guidon et qu'on ne gère que le quotidien, c'est difficile de demander aux Guadeloupéens qu'est-ce qu'il vous faudrait pour l'avenir, qu'est-ce qu'il vous faudrait, comment est-ce que vous voyez la Guadeloupe, comment est-ce que vous pouvez vous projeter dans un avenir, alors que beaucoup de Guadeloupéens demandent à leurs enfants aujourd'hui de partir, faire des études et même de ne pas revenir parce que la Guadeloupe ne peut rien faire pour eux. Donc en fait, on a ce besoin viscérale de faire changer les choses, mais on va revenir toujours sur ce même sujet parce que de toute façon la solution elle reste toujours la même. Et il faut changer les personnalités politiques. Il ne faut pas avoir de bons gestionnaires parce qu'on a déjà des fonctionnaires pour gérer. Il ne faut pas de bons gestionnaires politiques. Il faut des ambitieux, courageux qui apportent un projet. Il faut que celles et ceux qui réfléchissent, celles et ceux qui ont des propositions à formuler se rassemblent et disent à la population qui est demanderesse et qui attend qu'on lui fasse une proposition. Voilà ce qu'on propose. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a missionné des gens pour faire le tour des territoires, pour aller récupérer nos doléances et donc au final, pour que ce soit ces personnes qui vont écrire à notre place notre projet de société. On marche sur la tête totalement. C'est une aberration de demander aux autres de décider de l'avenir qui nous conviendrait le mieux, alors qu'on est là et qu'on est en capacité de le faire. Certes, toutes les personnes qui parlent aujourd'hui ne sont pas en capacité de le faire. Certes, toutes les personnalités politiques qui sont en poste, qui ont un mandat, ne sont pas en capacité de le faire. C'est pour cette raison qu'il faut aller chercher au sein du reste de la population qui propose quoi. Aujourd'hui, la politique sur notre territoire et les politiciens surtout, aux yeux de la population, et ça, il faut aussi que ce regard-là change, il n'y a pas assez d'exigences. On ne demande pas suffisamment des comptes. On ne demande pas aux personnes concrètement, si je vote pour toi, tu vas faire quoi pour la Guadeloupe? On est plutôt dans une dynamique, et on voit ça dans tous les débats télévisés, à chaque fois qu'il y a une élection, où les gens sortent toutes les casseroles qu'ils ont cumulées sur X ou Y. On ne fait que de la critique, du mépris. On rabaisse les gens pour pouvoir chercher à s'élever, au lieu d'être force de proposition et de parler de façon concrète de voilà quel problème, voilà ce que je ferai. Si ce n'est pas suffisant, eh bien, on va chercher des informations plus largement. J'en ai parlé dans mon livre, ça aussi. Où est-ce qu'on va chercher? Auprès de quelles personnes on va aller chercher les différentes solutions? Il faut qu'on ait des guides pour les personnalités politiques et on ne peut pas les chercher à l'extérieur du territoire de la Guadeloupe. Donc, il y a des gens ici qui sont capables de réfléchir. Il faut les rassembler, il faut les consulter. Il y a eu une consultation qui a été faite effectivement avant le congrès des élus, mais qui n'était pas suffisamment large parce que finalement, on a consulté que ceux qui sont déjà dans des partis politiques ou ils ont des... Ou des experts. Oui,
mais ils ont des avis qui sont déjà connus, qui sont déjà formés. Et si leur avis n'a toujours pas pris, c'est parce que il n'y a pas eu derrière une force, une explication auprès de la population pour soutenir ces idées-là. Donc, tant qu'on n'ouvre pas et qu'on ferme au contraire pour que juste un petit club soit toujours dans la boucle de décision et qui en entende toujours les mêmes voix, on ne va jamais avancer davantage. Oui. Je vais vous dire, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, ils n'ont pas le sens du pays, ils ont le sens des urnes, le sens des élections. Et je vous dis une chose, tout ce qui s'organise derrière le calendrier français, parce que là, aujourd'hui, cette autonomie, c'est le calendrier français, puisque l'Europe impose à Macron cette évolution, cette démarche-là. Ça, il a qu'à préparer là, c'est l'élection régionale. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tous ces rassemblements, ce regroupement de personnes, c'est dans un but électoral, puisqu'en 2028, je crois, il y a des élections régionales. Conserver le pouvoir avec les mêmes, et s'il y a autonomie, conserver le pouvoir dans le cadre de cette autonomie. Les mêmes, on recommence. Et donc, sans avoir le sens du pays, ils ont quand même le sens électoral, parce que lorsque des gens comme moi vont venir s'exprimer, on va dire, on va faire 3% aux élections. Bon, on fait 5%, puis 5% l'autre fois aux législatives. Mais on aura dit, bon, on ne va pas voter bas, parce qu'il y a fait 40%. Parce que ils vivent comme ça, ils vivent en arrosant, en s'organisant pour avoir un petit électorat réservé autour d'eux, et ils s'en fichent de l'abstention. 30% de la population. 30% de la population qui participe, mais 70% qui va pas voter. Voilà. Et donc, c'est comme ça, malheureusement, qu'ils ont le vent en poupe. C'est pour ça que j'appelle les gens, ça n'est pas la panacée. Je pense que ça n'est pas les élections, et gagner les élections ne sont pas la fin ultime, mais j'invite toujours les gens à aller s'exprimer, à bousculer, à faire changer les rapports de force dans les urnes, pour qu'ils commencent à voir que les abstentionnistes pensent également de leur côté que ce qui se passe n'est pas bien. Question. Alors, on parle beaucoup de vision politique, de manque de leader. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnalités qui pourraient émerger, et où est-ce qu'on peut les trouver, en fait? Georges, tu as entendu la question? Juste deux mots, en proposition, en fait. Allez, vous voulez. Allez, d'accord. Bon, alors, s'agissant des parlementaires, alors, il y en a ceux qui sont affiliés au Parti socialiste, disons, à des partis politiques, des partis politiques représentés à l'Assemblée ou au Sénat. On a les socialistes, hein, d'accord, Baptiste et Califère. Ils sont dans le nouveau Front populaire, ils attendent les directives, ce qui est décidé, et en particulier par les socialistes. Donc, c'est normal, hein, ils sont comme les autres, ils attendent, d'accord. Bon. Les deux autres députés, j'ai suivi un peu avec intérêt leur évolution pendant la situation de confusion, ce que j'ai appelé l'obscur. C'était un peu limite, parce qu'ils n'étaient pas forcément contre une sorte de gouvernement de cohabitation, parce que le groupe Lyot, il y a un peu de tout. Hein. Ça va à l'intérieur même de Lyot, il y a de la bonne droite. Hein, parce que j'ai entendu un représentant de Lyot, pour moi, j'aurais un Corse, je crois, il n'y avait pas de différence dernièrement avec les LR. Hein. Donc, si peut-être Macron avait tendu une perche qui était prenable, je ne doute pas qu'il ne l'aurait pas pris. Bon, enfin, finalement, ils sont restés en dehors, mais ils ne se sont pas trop bouillés. Mais il m'a semblé entendre une déclaration de Lyon, je ne sais pas si c'était Olivier Servat ou Mathias Jean, qui disait, ouais, il faut essayer d'arranger les choses, de trouver une cohabitation, etc. Bon, alors, ne parlons pas de Théophile, puisqu'il est à Renaissance. Il est à Renaissance et il suit Renaissance. Alors, oui. Dans ce cadre-là, moi, j'aurais une proposition à faire directement à un sénateur qui a quand même de l'expérience, qui a été ministre. Et cette proposition, je l'aurais faite un peu en comparant avec ce que Aimé Césaire avait fait en 1940. Oui. Et Aimé Césaire avait été un père de l'os, justement, de la départementalisation. N'est-ce pas? Eh bien, j'aurais proposé à ce sénateur, d'abord, en l'occurrence, il faut le nommer, Victorien Duel, pour que son nom un peu reste dans l'histoire de la Guadeloupe, de prendre le chantier, justement,
de la mise en place de pouvoirs politiques en Guadeloupe. Oui. C'est-à-dire, voilà. Donc, d'acter la fin de la départementalisation et d'avancer vers la véritable prise en main de pouvoirs politiques. Alors, je rappelle que, pour un peu nuancer le propos de Enrico Yola, que le mot autonomie, ça peut vouloir dire plein de choses. Hein. En particulier, je ne sais pas si vous vous souvenez, que François Fillon, qui était Premier ministre de Sarkozy, était venu sur le marché de Pointe-à-Pitre et avait lancé ce mot d'ordre qui était sorti en gras et en gros dans le quotidien régional, soyez autonomes. Et certains politiques, et en particulier au niveau des collectivités majeures, l'autonomie à laquelle ils pensent, qui est un peu celle du pouvoir exécutif, c'est une autonomie de gestion, hein, c'est une autonomie administrative, ça n'a rien à voir avec une autonomie politique allant dans le sens d'une véritable décolonisation. Alors, il faut quand même faire attention à l'usage que l'on peut faire de ce terme. On peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. Ça peut n'avoir rien à voir, d'accord, avec une authentique décolonisation qui ouvre la perspective de la souveraineté. Parce que, quoi qu'on dise, l'histoire n'est pas écrite définitivement. C'est vrai que dans les années 1960, lorsque certains départementalistes disaient que de toute façon, la Guadeloupe est française à jamais, personne ne connaît le déroulement de l'histoire. Personne ne peut dire ce qui peut advenir par la suite. Nous ne serons pas là pour voir ce qui peut se passer. Donc l'histoire n'est pas éteinte. Il faut bien se le dire. Bien, alors, donc, oui, oui. Je voulais revenir avec vous, puisque on va peut-être terminer dans 6 à 7 minutes, sur des problèmes bien concrets. Problème de la santé, hein. Problème de l'agriculture, parce qu'en fait, on est dans une question de vie chère aujourd'hui, mais finalement, la vie chère, c'est pas seulement l'alimentation, il y a d'autres problèmes. Quand il aura dit, on pièce à voiture en Guadeloupe, qui a coûté plus cher en Guadeloupe, et pas seulement ça. Donc la vie chère, c'est pas seulement l'alimentation. Problème de l'agriculture, de la santé, problème de l'éducation, parce qu'il manque des professeurs. J'ai reçu ici tous les professeurs, tous les syndicats enseignants. Chaque année, c'est la même chose. Donc, en réalité, je vous pose la question, le débat, c'est quel avenir pour la Guadeloupe? Qu'est-ce qui marche en Guadeloupe? Qu'est-ce qui fonctionne, messieurs et dames? La consommation, qu'est-ce qui fonctionne? La consommation, oui. La consommation fonctionne. Non, je vais y aller, mais je vais commencer. Bon, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui marche. Qui fonctionne dans ce pays-là. La vie chère, alors je prends bien le temps de poser les choses, c'est surtout un problème de pouvoir d'achat. Ouais. Ce sont deux notions un peu distinctes, mais je pense que dans le cas de la Guadeloupe, des Antilles en général, c'est vraiment ce problème de pouvoir d'achat. Intégrer une lutte politique dans ce cadre-là, ça a été fait un peu en 2009, mais c'est différent en 2009. En 2009, il y avait cette espèce de protestation contre la vie chère, mais il y avait tout un... Voilà, il y avait tout un programme pratiquement politique qui était intégré, qui accompagnait les revendications du LKP. Aujourd'hui, on est dans une manifestation quelque part pour être mieux intégré à la France et être mieux consommateur de la France. C'est-à-dire, nous les moyens d'acheter ça avant de banou. Voilà. Au passage, si vous pouvez réduire sur les marges de ces gars-là, faites-le. Donc, on n'est pas dans un projet de société, on est sur vraiment du quotidien, la vie chère, qui sous-tend d'autres questions. Je pense que les acteurs, très certainement, je ne vais pas leur faire le mépris de ne pas avoir pensé que derrière le problème est beaucoup plus costaud que ça. Donc, il y a un problème de vie chère. Personne ne veut agir là-dessus. Et quand on parlait de la classe politique locale, je prends un exemple. Permettre aux ménages d'avoir des moyens supplémentaires, de payer un certain nombre de choses moins chères. On va revenir sur le carburant. En 2009, le LKP avait négocié avec le Venezuela
pour introduire la Guadeloupe dans Petro-Caribé, ce qui faisait qu'on pouvait acheter l'essence à vraiment pas cher. 60 centimes. 60 centimes. Regardez le prix au Venezuela ou même chez nos voisins caribéens. Il a été répondu. Même à Saint-Martin, les essences, c'est moins cher. Bien sûr, mais il n'y a qu'à voir à Saint-Martin commencer. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont en partie française vont faire le plein en partie hollandaise. C'est la preuve qu'il n'y a pas de problème technique. Et à l'époque, je me souviens pour avoir discuté avec Elie de Mota, parce qu'il était au fait de ces choses-là, des négociations, le Venezuela avait répondu qu'il n'y avait aucun problème. Il pouvait nous livrer du pétrole, enfin du carburant, aux normes européennes. Non, mais la France préfère affréter des pétroliers qui sortent de Norvège et venir ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté. Que la France n'ait pas de volonté parce qu'elle est dans une position néocoloniale ou même coloniale encore aujourd'hui, et une question de rente économique et financière, mais qu'elle nous en Guadeloupe, que nos responsables politiques, je parle de tout l'ensemble du corps politique, ne prennent pas par exemple ce dossier-là qui ferait une économie. Ça ferait un pouvoir d'achat supplémentaire pour les Guadeloupéens en baissant le prix du carburant. Ça baisse également le prix du coût de l'électricité, en travaillant sur l'hydrogène, sur la géothermie et le solaire et la réduction du coût du pétrole. On peut influer sur le pouvoir d'achat. Mais rien n'est fait. Donc il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas dans un débat. J'en ai marre d'entendre ces débats sur le statut. Il y a un débat à avoir sur de la verticalité, de l'audace et du travail pour réparer véritablement l'existant en travaillant sur une avancée avec un programme, avec un calendrier vers, je dis, quelque chose que nos enfants choisiront, qui sera une pleine souveraineté de la Guadeloupe, parce que l'échec est flagrant. Et tous les corps constitués, même les gens qui sont dans l'économie, les patrons de Jarry, là, ils se rendent bien compte aujourd'hui qu'ils vont vers un mur. Donc, tous ceux qui pourraient se sentir bien dans ce système, bénéficier de rentes, bénéficier de choses, on va vers un système de blocage. On arrive vers un mur et je trouve qu'il y a une certaine paresse intellectuelle de la part de la classe politique existante aujourd'hui qui fait des congrès, mais avec des gens qui pensent comme eux, mais qui oublie totalement qu'on doit agir pour faire en sorte que la majorité de la population guadeloupéenne puisse trouver les moyens de vivre dans ce système-là pour choisir mieux après. Qu'est-ce qui fonctionne bien, selon vous? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Je ne saurais même pas faire exactement la liste de ce qui fonctionne, parce que même si on pourrait dire que l'économie fonctionne, c'est vrai et faux en même temps. Parce que dans l'économie, il y a différents secteurs. Tous les secteurs... Même puisqu'on consomme de toutes les façons aussi bien des biens que des services. Donc, dans toute la consommation, il y a des secteurs qui s'en sortent mieux et d'autres moins bien. Il y a un manque de moyens, il y a un manque de considération de l'économie, il y a aussi un manque de compréhension de ce que l'économie, ce à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'on met souvent en opposition le monde du social et de l'économie, alors que l'un est dépendant et tributaire de l'autre. S'il n'y a pas d'hommes pour travailler, et donc pour apporter le capital humain à la création de l'entreprise et au fonctionnement de l'entreprise, elle ne peut pas fonctionner et donc créer de la richesse. Et s'il n'y a pas non plus de capitaux financiers, on ne peut pas non plus investir, acheter du matériel et faire tourner les entreprises. Ces deux capitaux, il faut qu'on arrête de les mettre en conflit. Ces deux univers, le social et l'économie, doivent arrêter d'être aussi en opposition et en conflit. Il faut qu'on crée une organisation dans laquelle tout le monde peut tirer son épingle du jeu. Il faut aussi qu'on investisse davantage, parce que nous avons besoin de création de nouvelles entreprises pour créer des emplois. Et donc, quand on crée les emplois, on règle ce problème de « je n'ai pas assez d'argent pour vivre au niveau auquel la société est actuellement ». On règle les problèmes de « j'ai besoin de me loger dans un logement plus décent, mais je n'ai pas les moyens de déménager ». On peut régler beaucoup de problèmes dès lors où on s'occupe de cette économie, dès lors où on s'occupe des personnes de façon plus concrète. Et il faut donc un projet, une vision de développement de la société qui aujourd'hui n'est pas portée, qui n'existe pas. On est, comme on l'a dit déjà depuis le début de ce débat, dans du bricolage, j'arrange un petit peu à droite et à gauche certaines choses, mais il n'y a pas de projet concret et durable. Lorsque j'ai écrit cet article, j'ai bien mis les chiffres de l'économie qui sont chaque année en train de diminuer, alors que dans la vision que je porte, en tout cas personnellement, et que j'ai partagée dans mon livre, on a une autonomie fiscale, une autonomie qui nous permet d'injecter davantage sur notre territoire, d'accompagner plus fortement les porteurs de projets et pas se contenter de donner de l'argent seulement à ceux qui en ont déjà, mais aussi à ceux qui ont de bonnes idées mais qui n'ont pas forcément les moyens. Il faut qu'on se fasse confiance, il faut qu'on s'accompagne les uns les autres afin de faire évoluer déjà
déjà notre territoire d'un point de vue économique. Plus tard, ce serait bien aussi d'un point de vue institutionnel et statutaire, parce que de toutes les façons, il faudra passer par là pour avoir la mainmise et un pouvoir décisionnel final qui nous appartienne concrètement et qui va durer dans le temps. Il y a énormément de choses à faire, beaucoup de chantiers, beaucoup de travaux, mais il faut juste avoir aujourd'hui le courage de le lancer. Pour répondre à la question de Madame tout à l'heure, malheureusement, aujourd'hui en Guadeloupe, toutes celles et ceux qui portent des idées, toutes celles et ceux qui ont quelque chose d'intéressant à dire, on cherche continuellement à les museler. Il est rare, et d'ailleurs, je peux encore remercier Dani, qui c'est la deuxième fois depuis la sortie de mon livre qui m'invite sur son plateau, il est rare qu'on puisse avoir une opportunité d'une couverture médiatique pour aller un peu plus loin, pour porter des idées, des propositions concrètes. Tous ceux qui ne veulent pas rentrer dans le moule, généralement, on tape dessus, on leur ferme les portes, et on les empêche d'avoir justement cette visibilité qui est impérative pour faire évoluer déjà les idées des gens avant de faire changer leur posture et leurs actions. Georges, ça va être toi à faire la conclusion, le dernier mot, puisqu'il est pratiquement 13h30. Oui, alors très rapidement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un pays qui vit et qui connaît autant de difficultés, il faut quand même avoir cet esprit de nuance pour dire qu'il y en a quand même qui tirent leur épingle du jeu. D'accord ? C'est vrai, la situation est difficile, mais il y en a qui, malgré tout, malgré les problèmes de grève à EDF, malgré les problèmes d'eau, ils ne connaissent pas tout ça. J'en suis persuadé. Donc, le problème aussi auquel il faut prêter attention, ce sont les inégalités qui ne cessent de s'accroître, de s'approfondir. Il y a des catégories qui sont en très grande difficulté. Il y a des gens qui vivent dans des habitats insalubres. Il y a des gens qui ont du mal à se soigner. Il y a des enfants qui sortent de l'école sans qualification, sans diplôme. Et sans qualification et sans aucun diplôme, quelle formation ils peuvent suivre? Donc, ils sont là, au pied des cités, au pied des immeubles. Ils cherchent un petit boulot, un petit job. Et souvent, ils sont happés par les trafics de toutes sortes et ils sont sujets à la violence, par exemple. Donc, c'est ça aussi le quotidien de pas mal de familles, de pas mal de Guadeloupéens. Donc, c'est sur ces questions-là qu'il faut pouvoir trouver des réponses certes ponctuelles, des réponses immédiates, mais aussi penser le long terme. Et c'est ce travail quand même demande beaucoup de patience, il demande beaucoup de persévérance pour convaincre les gens, pour pousser les gens à s'organiser, à trouver des leviers. Je crois que la grève de 2009, quand même, elle a eu ce type de positif, elle a permis aux Guadeloupéens de prendre conscience de ressources, en particulier de ressources agricoles, et on a vu des gens se lancer dans l'agroalimentaire, d'essayer de développer des cultures. Donc je pense que même dans un cadre contraint, qui est celui dans lequel nous nous trouvons, on peut activer des leviers. Mais il faut aussi développer des vertus, comme la solidarité, comme l'unité. Je crois que nous avons un grand besoin d'unité pour faire les pas qui sont nécessaires pour nous permettre justement de prendre en main notre destin. Merci Georges, merci Christelle, merci Eric. Bien évidemment, il y a encore 10 000 choses à faire pour qu'il y ait d'autres débats. De toute façon, on sait que nous commençons. Donc il y aura d'autres débats sur d'autres questions plus précises. Là, on a fait le général. Et puis il faudra un jour débattre sur les questions de santé, très importantes en Guadeloupe. Question d'agriculture, on a parlé tout à l'heure avec monsieur Bandou, qui est notre invité. Et aussi, puisque je vous donne une information que vous n'avez pas, je crois que le Conseil général et le Conseil régional sont en train de réfléchir en ce moment sur une loi organique. Voilà, c'était la dernière information de ce premier débat. Merci en tout cas tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Georges depuis Paris. Merci Eric et aussi Christelle. Puis Christelle, on attend la suite du livre. Oui, il faut nuancer. Voilà, 13h34, on a pris un petit peu de retard, mais nous, on va le rattraper. On va tout de suite après la pub recevoir nos prochains invités et puis faire un petit point sur l'actualité avec Iman. À tout de suite. Voilà, nous reprenons le fil de notre ZCL après le débat. On a encore des invités. Monsieur Alex Bandou, bonjour.
Bonjour. Responsable de l'UPG. On a avec nous Madame Léonide Cellini, c'est bien ça? Oui. Oui, entomologiste. Et bien sûr, on est mardi à l'ennemi-juin, phase 1. Et un petit peu de Iman, on va faire au moins le micro-trottoir. Un petit peu de Iman, j'aime bien. Alors, au micro-trottoir, on vous a posé la question de ce que vous pensiez de ce nouveau gouvernement. Donc, quelles sont vos attentes, les espoirs? On voit ce reportage avec Max Morel et Solène Fèvre. C'est censé avoir une majorité de partis de gauche et au final on se rend compte qu'au niveau de la Constitution il y a une majorité de membres de partis de droite. Donc, je trouve que c'est pas forcément très équitable, mais bon, c'est la décision qui a été prise et je pense qu'on est un peu obligé de s'y adapter. Des autorités qui n'écoutent pas les signaux du peuple, des scientifiques, etc. Et du coup, on en est réduit au stade où on en est aujourd'hui, quoi. Quelle que soit la personne qu'on va mettre, je pense pas que ça va changer grand-chose. Barnier, c'est Barnier, quoi. C'est triste, c'est comme ça. Avec lui, c'est comme ça. Je pense qu'il ne faut pas qu'il augmente les impôts. Il y a toujours des polémiques, mais tu sais, depuis qu'il travaille bien, c'est l'essentiel. Ce n'est pas le choix, je pense, la majorité de la population. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas le choix, on doit faire avec. Ils sont tous les mêmes, alors vous savez que ce soit gauche-droite, même s'ils changent d'homme ou de femme. Vous voyez combien de ministres on a passé là, pendant en très peu de temps. Elle va rien rapporter. Rien rapporté du tout. C'est un déni de démocratie pure. Donc du coup, ce qui risque d'arriver aujourd'hui, c'est que les gens qui déjà avaient peu confiance en nos gouvernants, c'est terminé, quoi. On se dit même à quoi ça sert d'aller voter. J'en suis à ce stade. Je pense que la gauche devrait un peu plus revendiquer son droit, le fait qu'ils aient quand même eu une certaine majorité. Cependant, on remarque aussi bien que les partis de droite, même si on regarde bien par exemple le parti de Marine Le Pen, etc., ne sont pas particulièrement d'accord non plus avec ce gouvernement, donc ça peut causer un peu une certaine incompréhension. Il faudrait juste changer le gouvernement, changer le politique, changer tout. On risque d'aller justement vers ce qu'on commence à connaître aujourd'hui, des émeutes et autres, parce que les gens se retrouvent face à des murs. Voilà. Ça ne s'arrange pas. La décision revient au président, mais on voit qu'il n'est pas vraiment à l'écoute de ce que le peuple lui réclame, ni même ce que les autres partis lui réclament. Bien, merci pour ce débat. De toute façon, on n'est pas surpris. Alors, Alex Mandou, merci d'être avec nous parce que, en fait, je disais qu'il y a eu, pendant l'année, enfin, au début de l'année, gros problèmes dans le secteur de la canne. Et puis, subitement, silence radio, tout est réglé. Non, rien n'est réglé. Bien au contraire, ce qui s'est produit pendant l'avant-campagne, s'agit d'un paquet de discrédits sur la profession et ensuite, vous pouvez constater, là, nous avons un échec total, puisqu'en fait, les récoltes là pas faites dans la mesure, pas faites bien, dans la mesure où l'ONICA n'a pas où avoir il n'y a pas n'importe qui bitin, on pied bois qui a vivre. Et ça qui a intéressé la profession à Duncan, c'est quand même un sucre parmi les sucres, parce qu'il y a au moins 3 sucres, c'est glucose, fructose et saccharose. Et c'est saccharose-là qui a intéressé l'usine-là. Et donc, là, vous voyez arriver au mois de mai, quel que soit pied-bois là, nous avons bien constaté qu'au mois de mai, on l'a pied-bois rentré en flé. Donc, nous avons rentré dans une période de végétation, tout bien qu'à pousser. Donc, quand là, il a fait, il a recommencé à consommer saccharose, il a transformé saccharose en glucose ou en fructose, puis ça continue à grandir. Donc, par conséquent, le redémarrage en récolte en mai, tel que nous faisons là, ça, nous tenons pratiquement la garantie que nous tenons quand sans cycle. Et c'est ça qui est arrivé. Et ça qui est arrivé, c'est que l'usine là, comme il arrive à haute cycle en canne là, à un moment donné, ils ont décidé qu'il faut arrêter les côtes là parce qu'il n'y a pas de saccharose encore candidat à canne là. Et nous avons à peu près 50% à volume que nous avons prévu de couper qui reste tout bout. Mais alors, à Cyprien, comme là, parce que tout le monde négociation, nous avons sorti un document, nous, le PG, à ça. Il suffisait d'attendre. Parce qu'en fait, nous avons rentré, c'est par cycle, c'est par des périodes de convention dans un certain nombre de l'année. Et nous avons signé en 2023, en convention 2023-2028, ouvert. C'est-à-dire que nous permettons quand même, quand 2023 démarrer. Et nous pas signons convention fermée, nous signons convention ouverte qui était qu'à laisser la place à la négociation. Et il y a dans des éléments
de la négociation, c'était la révision de la formule de la richesse acarimétrique. Et donc, malheureusement, certains monde étaient caponés l'année blanche, sont catastrophe totale. Nous pouvons voir ça qu'on l'année blanche, grosse montagne, vivre ces bitins à sac pour y redémarrer. Nous avons même une grosse crainte pour Marie-Galante ni quelque temps. Donc, ça n'a pas qu'à fait en année blanche. Aujourd'hui, là, nous avons payé conséquences, même si c'est à 50% qui récolte la fête, à toute dérive là, ça. Et donc, l'engrais suffisait d'attendre. Aujourd'hui, là, nous avons une équipe de scientifiques qui, d'ailleurs, constitue essentiellement des gens que l'UPJ a cherché, qui font un travail de manière bénévole. C'est des scientifiques de l'université. On peut citer quelques-uns, hein, Max Dorville, Pierre Wallan, Sarah Gaspard, des gens qui ont roulé avec nous, et qui, si vous voulez, en train de proposer la profession, pas en formule, mais peut-être 3 formules. Il y en a pour Marie-Galante, parce que l'usine Marie-Galante et l'usine Garodé, là, pas même l'usine là, pas même performance là, a pas même capacité d'extraction sucre là. Et peut-être qu'il y a une formule vont KU, en coefficient d'extraction, et là, adapté à Marie-Galante, et yon pour Garodé, ça c'est yon. Et deuxième butin, c'est que, contrairement à ça, il a toujours fait quoi, mais pas à travers la formule là, peut-être le protocole de paiement. Mais la mélasse, jusqu'à présent, pas été effectivement payée au planté. Et donc, il y a certainement 2 formules. Une consacrée à mélasse, à si taux de concentration à mélasse à Marie-Galante qui est différent, si taux de concentration à mélasse à la Guadeloupe. Et donc, il y a aussi la prix qui est en lien avec la réalité industrielle à chaque territoire. Là. Donc, travail là, en fait, il suffisait d'attendre. Et nous pouvons mettre en face à travail scientifique là, ça a prix. Mais à coup sûr, d'après ça, nous avons forcément qu'il y a une hausse mécanique du prix de la tonne de canne. Vous voyez ça. De toute façon, quand Jacques a dit ça, depuis qu'on est là, nous comprenons pour un débat si problème de l'agriculture, parce qu'il y a des problèmes qu'à poser, puisque nous avons parlé du coût de la vie jaune là. Alors, ça qui ce qu'on permettre, en rentrer dans une petite brèche, ce qu'on permettre, nous vivons de drame là, parce qu'il y a l'homme qui n'a pas coupé canne. Qui a espéré si on relie qu'à enveloppe, parce qu'il faut savoir que nous avons une enveloppe chaque année de 20 160 000 euros destinée à payer la part État du prix de la tonne de canne. 20 millions à ça, à la convention là, il a pu payer à concurrence de 610 000 tonnes de canne à 9 de richesse. Or, le drame là, c'est que nous coupons à peine 200 000 tonnes de canne et nous mangeons 15 millions là-dedans. Parce qu'il a fait ces bougas signer une espèce de document là, où il y a l'impression d'une augmentation du prix de la tonne de canne, mais que c'est vous-même qui payez. Voilà. Madame Céline, veut-on détruire l'agriculture guadeloupéenne en laissant en point l'invasion des fourmis manioc? Parce que le problème de fourmis manioc, moi-même, en cas de moi-même, des fois, quand des fourmis manioc, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, il faut savoir que, en fait, depuis à peu près 2007, nous travaillons à les fourmis manioc. Oui. Et maintenant, nous réussissons à faire une formule et à ni des granulés pour pouvoir lutter contre la fourmi manioc. Et donc, nous essayons, nous présenter, effectivement, il y a 3 ans, nous présenter à la Chambre d'agriculture, tenir toute la presse et tout ça pour dire que nous trouvons et produits là pour la fourmi manioc, mais c'est que faut nous faire une lutte collective. C'est-à-dire que, comme c'est une espèce envahissante, c'est toute la Guadeloupe, donc ça veut dire que faut l'État mettre à dingue. Et donc, nous proposer donc en lutte sur 5 ans, ça n'a pas marché. Alors, il dit nous, finalement, nous trouvons qu'en lutte pour 1 an. Alors, nous trappons convention, l'Europe dit qu'il a accepté et tout, et il y a nous en lutte expérimentale pour à peu près pour l'année 2024. Donc, mais sorti, finalement, c'est en juin seulement nous réussissons à attraper tout papier signé. Maintenant, normalement, c'est la Fouedon, hein, parce que, bon, moi, en tant que scientifique là, c'est nous qui trouvons les produits là et tout, mais c'est la Fouedon et le centre CTCS qui a mené toutes les expérimentations et tout. Maintenant, la Fouedon, donc, il y a en convention de à peu près 1 million 100 000. Et l'Europe qui a payé 900 et quelque chose, et le département et la région qui a payé restant. Mais le problème là, c'est qu'il faut avancer l'argent. Oui. Et la Fouedon, pas tenir l'argent pour avancer. C'est-à-dire que l'Europe qui a payé l'argent là, mais au vu des factures. Oui, voilà. Et c'est ça le problème là. Alors, qu'à la Fouedon fait,
ben, ils ont essayé de démarcher les banques pour dire bon, pour avancer. Eh bien, pour ne pas marcher. Et je dis, finalement, seule chance en nous, c'est que, par exemple, que le crédit agricole accepte nous en avance. Sinon, à la fin du mois, là, dans 6-7 jours, eh bien, produit là parce que produit là, nous avons fait par en usine, oui. 2,5 tonnes qui là, avec 17 palettes, donc 17 palettes. Et si nous ne pas attraper l'argent là, ça, nous sommes obligés de détruire les produits là. Ah bon? Ben oui. Et c'est ça, justement, c'est pour empêcher que nous détruisons les produits là. Oui. Mais alors, c'est Fumila qui continue alors? Mais c'est que, en cas de antibitin, c'est seul produit qui tinit. Malao, et nous trapper, et nous déposer boivé là, et nous avons l'autorisation de la Commission européenne. C'est seul produit qui est accepté sur le marché français. Sinon, l'eau, nous avons l'eau produit pour tuer fumé manioc, mais force ça va dans ces produits-là, justement, tini fiponi là-dedans. C'est-à-dire que c'est mon la vrai, il a tué, mais finalement, toute biodiversité là, qui en sol là, il a tué. Mais c'est mon là, il a pas vrai, il a vrai simplement fleur, il a poussé, mais il a pas vrai qu'il a abîmé le territoire en nous. Il a empoisonné encore. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Enfin, nous accompagnons Marcelini depuis le départ, hein, depuis l'arrivée ici avec l'idée là, d'essayer de trouver une réponse à problème à Fumé Manioc ici. Donc, l'UPG toujours accompagné. Nous sommes aussi à la présentation à produit là, elle est faite au niveau à la Chambre d'agriculture. Ça, envie de dire, c'est que la science était qu'apporter une réponse pour nous dans le temps. Dans le premier temps, nous tenions un premier produit, un produit chimique, qui c'était le Mirex. Mais matière active à le Mirex, c'est aussi un organochloré, donc chlordécone. Vous voyez, par exemple, pour donner un exemple simple, il n'y a pas jamais planté banane maïgalante, or, vous trouver trace à chlordécone maïgalante. Simplement, c'est parce que il y a qu'à distribuer Mirex là, et au départ, cartographie à le chlordécone en Guadeloupe, c'était 5000 hectares, c'était le croissant sud-bastérien de fin Petit Bourges, début Vieux-Fort. Et après, il y a une parler de 14 000 hectares. Donc, 14 000 hectares, là, ça, effectivement, nous croyons très sincèrement, même si c'est infime, mais c'est quand même, effectivement, effet à utilisation à Mirex là contre Fumé Manioc. Donc, il y a autre produit là, ça a du marché. Et deuxième produit que vous proposez dans la foulée, c'était, c'est quoi qui est le Blitz. Et matière active, c'est le friponil. Or, le friponil, nous tous savons aujourd'hui là que le friponil a des conséquences en l'existence à les abeilles, qui a tué les abeilles. Donc, il a arrêté Blitz là, simplement. Je dis là, autant qu'il y a agriculteur, autant qu'il y a une solution. Alors, ni ça qui a servi avec gasoil, ni ça qui a servi avec huile à vidange, ni ça qui a servi avec ça, il y a vendre en pharmacie pour nettoyer chien, mais c'est friponil. Donc, il y a mettre ici pain, ici pirina, ça y est, mais c'est toujours friponil. Et puis, il y a des petits produits qui viennent de Chine et qui aussi en efficacité, mais c'est aussi des produits à base de matière active friponil. Donc, par conséquent, nous avons pensé très sincèrement que le travail là que Marcelini fait vers l'université Paris-Est-Créteil, c'est ça? Et qui baille des résultats élevés en molécules issues de la biodiversité guadeloupéenne. On croit que là, nous tenions chance, pas de faire comme Mirex ou Blitz, c'est fait, c'est-à-dire éradiquer colonies à Fumé Manioc, mais c'est de regarder qui nous peut réguler la population à Fumé Manioc de telle sorte, effectivement, qui toujours continue à exister dans biodiversité en nous pas pour éradiquer, mais que nous réguler. Et l'intérêt de la lutte collective, tel qu'a dit là, c'est pas de distribuer produits là pour tout le monde tout de suite, ça peut faire après, mais dans la première phase, intérêt à la lutte collective, c'est que ça a tellement multiplié en Guadeloupe. La forêt infestée, bref, tout le monde est impacté par Fumé Manioc, pas seulement l'agriculture, c'est toute la population guadeloupéenne qui est impactée. C'était de mener en lutte collective, on bien organisé avec des techniciens qui sont sur place, déposer les appâts, elles vont suivi, parce qu'elles sont bêtes qui sont suffisamment, relativement intelligents, et qui n'y a en période précise là pour faire, qui revient peut-être ça sur les images, là nous avons Fumé Azel, c'est qu'il a tenté, il a multiplié. Et c'était ça, l'intérêt de la lutte collective, mais ça tenait un coup. Et effectivement, nous tous connaissons, là, on va bénéficier de fonds européens, c'est du remboursement. Ouais, c'est-à-dire que si il y a pas 2 millions, il y a 2 millions, mais ce n'est pas 2 millions là, eh bien, pendant un certain temps, on a l'avantage de payer, éventuellement bénéficier de remboursement là, mais aussi passer un certain délai, ou qu'on peut bénéficier à ça. Et donc, c'est ça, en phase là, ça que nous y est actuellement.
Et donc, risque là, effectivement, c'est que nous avons une destruction de produits qui sont issus de molécules de biodiversité en nous et qui peut porter une solution en nous, en tout cas, dans le cadre de la régulation des colonies de fruits manioc en Guadeloupe. Bien. Très rapidement, nous avons un petit entour ainsi quand même problème de vision. Générique rapidement. Sur le cas, nous avons... Mais oui, il faut nous prendre un petit temps, regardez nous quand même, puisque Aline est là. C'est parti. Aline, bonjour. Et Jodelin, nous avons fait un petit entour très rapidement, mais sur un problème qui concerne beaucoup de Guadeloupéens, beaucoup de gens, la myopie. Qu'est-ce que la myopie? Qu'est-ce que la myopie? On t'a fait un petit micro-trottoir aussi, on t'a voulu qu'il passé micro-trottoir là, et nous écouter parce que justement, nous interroger les Guadeloupéens, enfin certains, pas tous, hein, assis la myopie en TV, voilà. On regarde. Ben, la myopie, c'est pour voir loin. On voit près, puis on voit pas loin. Et puis alors, faut porter des lunettes. Sinon, on peut pas conduire. On voit que dalle. On voit pas les panneaux. Alors pour toi, c'est quoi la myopie? Je sais pas. C'est le bas au fond des yeux, je sais pas. Et toi, pour toi, c'est quoi la myopie? C'est une maladie qui touche les yeux. Genre, je sais que c'est un problème, mais dire précisément, non, je sais pas. Ah ouais, c'est quelqu'un qui voit pas bien d'un œil ou des deux, qui voit pas bien en fait. Et comment tu penses qu'on corrige ça? Je sais pas s'il y a des moyens de corriger ça. Ouais, je pense pas, hein. Je sais pas. Là, c'est la médecine qui verra. Alors, la myopie, c'est une maladie ophtalmologique. Et donc, la maladie, elle consiste au fait que les gens ne voient pas de loin. Il y a plusieurs types de myopie. Il y a les myopies graves et les myopies faibles. Donc, moi, je suis entre les deux. Et donc, je vois juste pas de loin. Mais sinon, voilà. Ouais, mais en fait, les gens ne voient pas très loin sur la myopie. Eh ben, c'est ça qui est intéressant, en fait. Hein, parce que pour un problème qui semble majeur et un problème d'enjeu, en termes de santé publique, un enjeu majeur, un problème sociétal, puisque la myopie progresse de plus en plus. On se rend compte que de plus en plus, il y a de personnes myopes et qu'il y aura de plus en plus de personnes myopes si on ne fait pas... Si on ne se positionne pas véritablement dessus, on prévoit, en fait, les études prévoient qu'en 2050, il y aura 50% de la population mondiale. 50% 50% de la population mondiale qui pourrait être myope. Déjà en Asie, on compte déjà 90% des jeunes qui sont myopes en Asie. Donc, on est vraiment sur un problème de santé publique. Nous sommes aussi concernés en Guadeloupe, hein, parce qu'il y a de plus en plus de personnes myopes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la myopie, c'est quelque chose d'important et c'est important de pouvoir se pencher dessus. J'ai envie quand même de vous poser la question, quels sont les facteurs? Alors, on va déjà savoir qu'est-ce que la myopie. Oui. Puisque, en fait, qu'est-ce que la myopie? C'est effectivement, on a entendu dans le micro-trottoir, certaines personnes ont pensé que c'est une maladie. La myopie, ce n'est pas une maladie, c'est un défaut visuel, c'est un défaut de la vision. Et si on imagine un peu notre œil, et le défaut de la vision, en fait, il se manifeste par une vision nette au près et floue au loin. Donc là, c'est déjà la première chose. Un myope voit net au près, mais flou au loin. C'est vrai, net au près. Là, et flou au loin, exactement. C'est vrai. Et donc, pour pouvoir un peu comprendre... Vous aussi, vous comprenez là. Et pour pouvoir comprendre un petit peu ce défaut visuel, il faut déjà revenir sur le fonctionnement même de l'œil. L'œil, en fait, quand il regarde un objet au loin, l'image va se former sur la rétine, en passant donc par le globe oculaire. Au niveau du globe oculaire, on a en avant la cornée et à l'intérieur le cristallin. Ce sont deux lentilles, un peu comme un appareil de photo. Et donc, les rayons vont passer par ce cristallin et la cornée et se focaliser sur la rétine, qui est notre écran, en fait. Et quand l'image se forme sur la rétine, l'image est nette et normalement, on n'a pas de problème. Le myope, en fait, l'image se forme devant la rétine. C'est important de le comprendre parce qu'en fait, le myope, en fait, c'est un œil ou trop convergent pour sa longueur, c'est-à-dire trop puissant pour sa longueur, ou c'est un œil trop grand pour sa convergence. Donc, du coup, l'image va se former devant l'écran. D'accord.
Juste un dernier petit mot quand même. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes myopes. Alors, tu as dit 50% de la population. Donc, ça veut dire que ça va nous toucher à 50% aussi à peu près? Alors, pas forcément en Guadeloupe, puisque de toute manière, on ne peut pas prétendre et on ne peut pas prévoir que 50% de la population guadeloupéenne sera myope. Oui. Mais c'est vrai que nous sommes tout autant concernés par les problèmes d'évolution ou de progression de la myopie. Pourquoi? Parce que les facteurs premiers, déjà, c'est de la génétique, c'est-à-dire qu'on a un parent qui est myope ou deux parents qui est myope. En plus, quand les parents sont très forts myopes, il y a de très grands risques d'être myope. La deuxième chose, c'est l'environnement. C'est-à-dire que nous nous rendons compte que les enfants particulièrement, et nous autres de façon générale, on est de moins en moins à l'extérieur, on est de plus en plus dans des activités en intérieur, nous pas qu'à des rois. Et en fait, le problème, c'est qu'en ne voyant pas le soleil, en ne voyant pas la lumière extérieure, ben, ça favorise l'évolution de la myopie. La troisième chose, c'est que Nion Bitin qui est clair, qui est net et qui est précis, de plus en plus nous devons ordinateur, de plus en plus ces petits monde-là enfermé à dans case et puis ça qui aille et bien plus de moun en nous Kevin myope. Bien, merci Aline que nous retrouvons la semaine prochaine parce qu'il y a d'autres vidéos encore à dire. Oui, on va le développer, c'est important. Là, on a déjà abordé une première partie, donc on le voit déjà comment une personne voit quand elle est myope, on le voit sur l'écran, ben au loin qu'à vrai flou. Et au près qu'à vrai net. Et pour pouvoir corriger déjà la myopie, la première des choses, c'est de mettre des lunettes qui nous permettent de voir plus net. Mais pas que. Et la semaine prochaine, on aura l'occasion d'en dire davantage. D'accord, merci en tout cas. Bien, alors, il est, il est 14 heures. On a débordé un petit peu, mais c'est exceptionnel. Je rappelle qu'on a vu au début un petit débat très intéressant. Je reçois des infos sur le WhatsApp en disant que le débat est intéressant avec Eric Oriolan, responsable des Sentinelles Guadeloupe, Christelle Nano qui a écrit un ouvrage sur le rêve guadeloupéen, et Georges Combé qui est professeur de philosophie retraité, mais qui est l'auteur d'une série d'ouvrages qu'on appelle les études guadeloupéennes, dans lesquelles Servat avait écrit ce fameux texte, et d'ailleurs qui est devenu un livre, Le sens de la Guadeloupe. On a reçu Alex Bandou, et je dis ça parce qu'on vient d'avoir un débat généralement sur la Guadeloupe. On aura un débat très prochainement sur la question agricole parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et qui sont restées en suspens. Et j'ai même envie de poser la question à Alex rapidement. On est obligé de continuer à faire de la banane en Guadeloupe? Pas développé, mais juste... Non, oui, ça dit, pourquoi pas? Oui. On est obligé de... En tout cas, pour la canne, on est presque obligé parce que la canne, c'est un facteur d'équilibre à plusieurs niveaux. Ça préserve le foncier. Il y a 20 ans, nous avions 14 000 hectares de canne. Nous avons aujourd'hui à peu près 14 000 hectares. Oui. C'est un excellent président culturel. Oui. C'est sur le plan financier, c'est là qu'on peut capter un peu d'argent, contrairement à d'autres productions. Et pour la banane aussi, je pense que pourquoi pas, mais la question peut se poser aussi pour la France. Sont-ils obligés de faire du raisin? Sont-ils obligés encore de faire de... Oui, tout ça dans le débat là. On peut promettre vous qu'il y a des questions à poser ça, parce que nous, notre question qu'à poser, c'est la transformation. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Madame Léonide Séni nous a parlé de l'invasion des fourmis manioc. Des fourmis, et j'ai un appel en fait... aux responsables du Crédit Agricole, pour leur dire qu'effectivement, actuellement, il y a un dossier chez eux pour qu'il y ait une avance, pour que la Fredon puisse faire venir le produit. Alors, ce que je leur demande, c'est que exceptionnellement de regarder ce dossier-là avec bienveillance, pour qu'au moins qu'on fasse venir les 2,5 tonnes de produits de la fourmi manioc pour pouvoir commencer l'expérimentation sur toute la Guadeloupe. Bien. C'est très, très, très important. J'ai entendu Aline commencer un débat sur la myopie, phase 1. Voilà, phase 2, pour nous garder plus loin, c'est ça? Nous regarder plus loin et mieux, phase 2. Rapidement, Iman, les news qu'on n'a pas développées aujourd'hui, on ne peut pas tout faire. Oui, on ne peut pas tout faire. C'était un match, mais nous pas tout faire. Non, mais le temps est court, on ne peut pas expanser ce temps. Alors, on a parlé juste du micro-trottoir, à savoir, que pensez-vous de ce nouveau gouvernement? En êtes-vous satisfait? Et donc, les sujets dont on n'a pas parlé, c'est Sinoval, donc avec le traitement des déchets, il y a eu une réunion, donc je pense qu'ils reviendront dessus un peu plus tard. On devait parler de l'inauguration du jardin partagé de French à Sainte-Anne, ainsi que des journées du patrimoine sur Petit-Bourg, à la découverte des objets d'antan. On reviendra, je pense, demain sur la passation de pouvoir au ministère des Outre-mer, et on parlera aussi des élus de Bastia qui réagissent face à l'insécurité.
Voilà, 14h03, on n'a pas battu le record du monde de durée, mais nous, quand même, nos téléspectateurs, ils sont là, mais notre télé n'a pas fini. Le prochain, mon agent là, et qui est là tout à l'heure, donc on va continuer. Voilà, rendez-vous demain à partir de 12h30 pour une autre séquence du ZCL News avec nos prochains invités. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.